La première fois que l'on observe avec un télescope est en général un moment qui marque, quel que soit l'objet que l'on observe ou les moyens d'observation que l'on utilise, amateurs ou professionnels. Mais passé ce premier moment d'émerveillement, il faut se rappeler que l'astronomie est une science, la science de l'observation des astres. Et qu'en tant que telle, son but est de comprendre les principes physiques des objets que l'on observe et leurs propriétés. Mais pour atteindre cet objectif, il faut que l'observation soit fidèle aux propriétés de l'objet que l'on étudie. Car l'observation, c'est le premier maillon de la démarche scientifique. Celle-ci consiste à observer, émettre des hypothèses sur les phénomènes que l'on observe, les intégrer dans un cadre théorique, utiliser ce cadre théorique pour émettre des prédictions que l'on pourra confronter à l'expérimentation et à l'observation. On voit donc que si l'observation de départ n'est pas fidèle à l'objet que l'on observe, eh bien tout le cadre logique de la démarche scientifique s'écroule. Construire un protocole d'observation est donc une tâche complexe et importante, particulièrement difficile lorsque l'on observe des objets aussi faibles et lointains que des étoiles ou des galaxies dans l'univers distant. Pour garantir que les données scientifiques collectées pourront servir à mener une analyse scientifique, il est important de bien contrôler chaque étape de la chaîne d'observation. Celle-ci commence par un site en altitude et isolé de manière à minimiser l'influence de l'atmosphère et de la pollution lumineuse. Il faut également un télescope et un instrument qui ne déforment pas les images de l'objet que l'on étudie. Malheureusement, ceux-ci ne sont jamais parfaits, et l'instrument et le télescope laissent toujours leur empreinte sur les images que l'on produit au télescope. Il est donc important de prévoir ces défauts à l'avance, de manière à les mesurer et à pouvoir les corriger par la suite. C'est cette étape que l'on appelle la réduction de données. Pendant longtemps, les astronomes ont utilisé des plaques photographiques pour enregistrer leurs observations et effectuer leurs mesures une fois de retour au laboratoire. Mais depuis une vingtaine d'années, ces plaques photographiques ont laissé la place aux détecteurs CCD. Ces détecteurs sont très similaires aux détecteurs qu'on peut trouver dans les appareils photo numériques par exemple. Ces détecteurs sont constitués de petits pixels faits de matériaux semi-conducteurs comme le silicium, dont le rôle est de convertir l'intensité lumineuse en courant électrique. Ce courant électrique est ensuite converti en une suite de 0 et de 1 que les ordinateurs savent lire et décrypter. Ce sont ces 0 et ces 1 que l'on trouve derrière les formats d'images tels que le BMP ou le JPEG ou le FITS par exemple, selon la façon dont ces 0 et ces 1 sont utilisés pour coder l'information. On construit aujourd'hui des détecteurs CCD de plus en plus performants. Malgré tout, ce sont principalement leurs défauts qu'on va chercher à mesurer et corriger dans le processus de réduction de données. Pour rendre tout cela plus concret, nous allons suivre les différentes étapes de la réduction de données à partir d'un exemple d'observation réalisé à l'Observatoire de Haute-Provence. Il s'agit d'observation de la nébuleuse planétaire de la Lyre, appelée aussi Messier 57. Le point blanc, au centre, est une naine blanche, c'est-à-dire les restes d'une étoile arrivée en fin de vie. Elle a alors expulsé ces couches de gaz externes que l'on observe aujourd'hui sous la forme d'un anneau. Le diamètre de cet anneau de gaz est de 2,4 années-lumière, soit environ 23 000 milliards de kilomètres. Sur le ciel, cet anneau s'étend sous 6 minutes d'arc, c'est-à-dire à peu près 1/5 du diamètre de la pleine Lune. La magnitude apparente de cette nébuleuse est d'environ 10 en bande V, c'est-à-dire dans le vert. Elle n'est pas visible à l'œil nu, mais un télescope de petit diamètre, comme celui du 80 cm à l'Observatoire de Haute-Provence, suffit pour bien l'observer. M57 a été observé dans 3 bandes qui correspondent à 3 couleurs différentes. Le bleu en bande B, le vert en bande V et le rouge en bande R. Observer un objet dans plusieurs filtres permet de sonder différents constituants et de comparer leur distribution. Mais auparavant, il nous faut mesurer et corriger les défauts du détecteur placé derrière le télescope de 80 cm de l'OHP. Celui-ci, comme tous les CCD, a 3 défauts principaux. Tout d'abord, il faut considérer le signal de biais, ou d'offset, qui se superpose au signal lumineux. Le rôle de ce signal de biais est de distinguer les situations dans lesquelles le détecteur reçoit un signal lumineux des situations dans lesquelles le détecteur ne fonctionne pas. Par exemple, un pixel cassé n'émettra aucun signal, pas même le signal de biais. Pour mesurer ce signal, c'est très simple. Il suffit d'obturer le détecteur de manière à ce qu'aucun signal lumineux n'entre et d'effectuer des pauses très courtes, de 1 seconde ou moins. Le deuxième défaut est lié à l'agitation thermique. À température ambiante,
les électrons situés dans le matériau semi-conducteur du détecteur ne sont pas immobiles. À cause de cette agitation thermique, les électrons peuvent se détacher des atomes du semi-conducteur et produire un courant parasite appelé courant d'obscurité. Ce courant est d'autant plus important que le temps de pause est long. Les électrons ont alors plus de temps pour se détacher. Pour mesurer ce courant d'obscurité, il faut obturer à nouveau le détecteur. En revanche, le temps d'exposition doit maintenant être le même que sur l'objet observé. Bien sûr, ce courant d'obscurité contient également le courant de biais. En corrigeant les images observées du courant d'obscurité, on se débarrassera donc à la fois du courant de biais et du courant d'obscurité. Enfin, chaque pixel du CCD répond différemment à un signal lumineux. Il y a aussi les poussières qui peuvent plus ou moins absorber ce signal lumineux. Il faut donc mesurer la manière dont chaque pixel du détecteur répond à un signal donné. Cette mesure s'appelle la plage de lumière uniforme ou l'image de champ plat. Pour faire cette mesure, il faut fermer le dôme pour éviter toute source de lumière parasite extérieure. Et ensuite pointer le télescope vers un écran que l'on aura éclairé d'une source de lumière la plus uniforme possible. Bien sûr, cette image de champ plat contient elle-même le courant de biais et le courant d'obscurité. Et dernière subtilité, les variations de champ plat dépendent du filtre utilisé. Il faudra donc faire attention à faire cette mesure dans chacun des filtres. Il reste encore une difficulté. Placé devant une source de lumière uniforme, chaque pixel va collecter un nombre de photons qui varie aléatoirement. C'est ce qu'on appelle le bruit de photons, et c'est une caractéristique fondamentale de la lumière qui va affecter toutes les images de calibration que l'on va mesurer, que ce soit les courants de biais, d'obscurité ou les images de champ plat. En répétant ces mesures en les moyennant, les variations pixel à pixel vont disparaître et ne laisser que le signal moyen qui nous intéresse. On voit donc qu'il est important de planifier en avance le type de défaut à corriger pour planifier les mesures de calibration nécessaires au télescope. Si l'on oublie une seule image de calibration, que ce soit un biais, un courant d'obscurité ou une image de champ plat, alors toutes les données scientifiques peuvent se retrouver inutiles. Le processus de réduction peut se résumer en une équation très simple appelée équation fondamentale de la réduction. Pour obtenir une image scientifique réduite, il faut commencer par soustraire le courant d'obscurité à l'image brute observée au télescope. Il faut enfin diviser le résultat obtenu par l'image de champ plat afin d'uniformiser la réponse de tous les pixels du détecteur. Ces étapes sont les étapes élémentaires de la réduction de données. Il existe en réalité d'autres effets qu'il peut être nécessaire de corriger. Sur le détecteur, certains pixels, voire des lignes entières de pixels, peuvent être défectueux. L'instrument lui-même peut avoir des défauts optiques qui altèrent les images. Enfin, la turbulence atmosphérique brouille les images reçues au sol. Celles-ci peuvent être corrigées par les techniques d'optique adaptative, mais c'est une autre histoire. Et nous allons nous concentrer sur les défauts dus au récepteur CCD. La première étape de la réduction consiste à préparer une image appelée courant d'obscurité mètre. Pour cela, nous allons tout d'abord ouvrir l'ensemble des images de calibration prises au télescope pour mesurer le courant d'obscurité. Cliquez sur le menu File, puis sélectionnez Import et Image séquence. Après s'être assuré que l'on se trouve bien dans le répertoire contenant les données de calibration, il est possible d'entrer une chaîne de caractères contenue dans le nom de toutes les images de courant d'obscurité. Dans notre exemple, R_45 dark. Ceci permet d'ouvrir toutes les images dont le nom contient cette chaîne de caractères en une seule opération. Le logiciel ouvre alors toutes les images de courant d'obscurité et les place dans une pile, ou stack, que l'on peut facilement inspecter visuellement grâce au curseur situé en bas de la fenêtre. Nous voyons que dans notre exemple, 3 images de courant d'obscurité ont été réalisées. Nous allons répéter la même opération afin d'ouvrir une deuxième pile contenant les mêmes images que nous allons utiliser pour effectuer quelques tests simples et vérifier qu'elles sont utilisables pour la réduction de données. Nous utiliserons la pile de gauche pour traiter les données prises au télescope, alors que la pile de droite va nous servir à faire nos tests de vérification. Nous allons commencer par optimiser le contraste des images de courant d'obscurité
afin de vérifier qu'elles ne contiennent pas de défauts importants. Pour cela, cliquez sur Process et Enhance Contrast, puis normalisez toutes les images en même temps. Cette opération révèle le bruit de photons sur chacune des images. En les inspectant tour à tour, on constate qu'il n'y a pas de différence notable sur l'aspect général du bruit entre les images, ni d'image avec un défaut particulier qui devrait être retiré de la pile. Pour vérifier cela quantitativement, cliquez sur Plugins, Stacks et Measure Stack. Quelques éléments statistiques s'affichent alors. On peut constater que toutes les images ont à peu près la même valeur moyenne et déviation standard, ce qui confirme qu'il n'y a pas de défaut particulier. Répétons la même opération sur les images qui n'ont pas été optimisées en contraste. Nous constatons que la valeur moyenne des images ainsi que leur déviation standard sont beaucoup plus petites que dans les images optimisées, ce qui signifie que cette opération modifie les données. Il faudra donc faire attention à utiliser des images qui n'ont pas été modifiées pour effectuer la réduction de données, sinon le résultat sera faussé par cette manipulation. Nous pouvons maintenant construire une image de courant d'obscurité maître ou master dark. Pour cela, cliquez sur Image, Stacks et Z-Project. Vérifiez que la méthode de combinaison est bien la médiane. Le logiciel va calculer l'image médiane des 3 images de courant d'obscurité et l'afficher. Cliquez à nouveau sur Analyze et Measure. Nous voyons que la nouvelle image est bien représentative de la moyenne entre les images individuelles et que sa dispersion standard a diminué, ce qui montre que le bruit de photons a été diminué par cette opération. Plus il y a d'images individuelles, plus la réduction du bruit sera efficace. Dans cet exemple, seulement 3 images ont été prises, ce qui limite la réduction de bruit. Nous devons maintenant sauvegarder notre image de courant d'obscurité maître en cliquant sur File, Save As et Fits. La réduction peut être un processus mettant en jeu de nombreux fichiers différents et il est important de bien classer ces fichiers. Dans cet exemple, nous mettrons tous les fichiers produits dans un dossier appelé Results pour les distinguer des fichiers correspondant aux images prises au télescope. Il est également important d'utiliser des noms de fichiers explicites, ce qui aidera par la suite à ne pas confondre les différentes images. Nous pouvons maintenant fermer les fenêtres inutiles et passer à l'étape suivante. La deuxième étape consiste à construire l'image de champ plat maître ou master flat. Comme dans la première étape, nous allons tout d'abord ouvrir l'ensemble des images de champ plat prises au télescope. Pour cela, cliquez sur le menu File, puis sélectionnez Import et Image Sequence. Après s'être assuré que l'on se trouve bien dans le répertoire contenant les données de calibration, entrez une chaîne de caractères contenue dans le nom de toutes les images de champ plat, dans notre exemple, flat_R majuscule. Toutes les images de champ plat sont alors ouvertes dans une pile. Nous voyons que dans notre exemple, 10 images de champ plat ont été réalisées. Nous allons à nouveau ouvrir une deuxième pile contenant les mêmes images pour les inspecter sans modifier les images de la première pile qui seront utilisées pour la réduction proprement dite. Nous allons commencer par optimiser le contraste des images afin de vérifier qu'elles ne contiennent pas de défauts importants. Pour cela, cliquez sur Process et Enhance Contrast, puis normalisez toutes les images en même temps. En les inspectant tour à tour, on constate qu'il n'y a pas de différence notable sur l'aspect général des images, ni d'image avec un défaut particulier qui devrait être retiré de la pile. Nous voyons clairement apparaître plusieurs types de défauts. Les anneaux sombres sont dus à des poussières qui se trouvent sur les différents éléments optiques du télescope ou de l'instrument. Nous voyons aussi des gradients de lumière en arrière-plan qui peuvent être dus à des effets de vignettage, c'est-à-dire d'ombre, ou aux pixels du détecteur qui réagissent de manière différente à une même intensité de lumière. Enfin, certaines lignes du détecteur sont défectueuses et ne permettent plus de transférer le signal correctement. Elles apparaissent sous la forme de lignes blanches. Nous pouvons maintenant construire une image de champ plat maître ou master flat. Pour cela, cliquez sur Image, Stacks et Z-Project. Vérifiez à nouveau que la méthode de combinaison est bien la médiane.
Le logiciel va calculer l'image médiane des 10 images de courant de champ plat et l'afficher. Il est important de ne pas oublier que la mesure de champ plat contient également le courant d'obscurité qu'il faut donc retirer. Pour cela, cliquez sur Process et Image Calculator. Sélectionnez l'image médiane que nous voulons de calculer et soustraire l'image de courant d'obscurité mètre. Nous devons maintenant normaliser cette image à 1. Pour cela, cliquez sur Analyze, puis Measure, et relevez la valeur maximale de l'image. Ensuite, cliquez sur Process, Math et Divide. Entrez la valeur maximale mesurée à l'étape précédente et validez. L'image de champ plat mètre est prête. Pour la sauvegarder, cliquez sur File, Save As et Fits. Prenez garde à bien sauvegarder cette image dans le bon répertoire et à lui donner un nom de fichier explicite. Nous pouvons maintenant fermer les fenêtres devenues inutiles pour la suite des opérations. Nous voici arrivés à l'étape de réduction proprement dite. Commencez par ouvrir l'image scientifique brute à réduire en cliquant sur File et Open. Revenir au répertoire où se trouvent les données collectées au télescope et sélectionner l'image à traiter. Nous devons commencer par soustraire le courant d'obscurité. Pour cela, cliquez sur Process et Image Calculator. Sélectionnez l'image à réduire, puis soustraire l'image de courant d'obscurité mètre. Nous vous conseillons de fermer l'image brute pour éviter toute confusion par la suite. La deuxième étape consiste à diviser par l'image de champ plat mètre. Pour cela, cliquez sur Process et Image Calculator. Sélectionnez l'image que nous venons de calculer et divisez par l'image de champ plat mètre. L'image réduite s'affiche. Fermez à nouveau le résultat intermédiaire précédent pour éviter toute confusion. Nous pouvons également fermer les images de calibration mètre, sauf si d'autres images dans la même bande doivent encore être réduites. Nous avons maintenant une image scientifique réduite qui a été corrigée des défauts du détecteur et de l'instrument. Elle est maintenant prête à être exploitée scientifiquement. Pour cela, nous devons la sauvegarder en cliquant sur File, Save As, puis Fits. Pensez à nouveau à bien sauvegarder cette image dans le bon répertoire et à lui donner un nom de fichier explicite. Nous avons vu comment réduire l'image brute d'un objet dans une bande d'observation donnée. Nous allons maintenant voir comment combiner différentes bandes pour former une image couleur en 3 bandes. Cliquez sur File, Import et Image Séquence pour ouvrir les images d'un objet observé dans différentes bandes. Jusqu'à présent, nous avons réduit ensemble l'image de M57 en bande R. Nous avons également préparé les images scientifiques réduites de M57 dans les bandes B et V en suivant la même méthode. Les images réduites de M57 en bande B, V et R s'affichent dans une même pile que nous pouvons inspecter visuellement. Nous constatons qu'elles ne sont pas correctement alignées. Les étoiles présentes dans le champ apparaissent à différentes positions sur l'image. Il faut donc tout d'abord réaligner les 3 images. Pour cela, cliquez sur Plugins, StackReg et à nouveau StackReg. Sélectionnez une transformation par translation qui donne les meilleurs résultats. Le logiciel réaligne automatiquement les images. Si nous inspectons à nouveau la pile, les étoiles apparaissent maintenant à la même position sur l'image. Nous allons maintenant pouvoir combiner les 3 images. Pour cela, il faut séparer les images de la pile. Cliquez sur Images, Stacks et Stack to Images. Cliquez maintenant sur Images, puis sur Color et Merge Channels. Il faut maintenant associer le bon filtre au bon canal de couleur. La bande R au rouge, la bande V au vert et la bande B au bleu. Notez que dans cet exemple, les 3 filtres correspondent aux couleurs de base de la synthèse additive des couleurs, ce qui permet de produire une image qui reproduit l'objet comme notre œil le verrait.
Les données réduites sont prêtes à être analysées scientifiquement car elles sont corrigées de tous les défauts instrumentaux. L'analyse scientifique va consister à réaliser les mesures les plus précises possibles sur ces images. Celles-ci vont dépendre des objectifs scientifiques, comme la mesure d'une distance, par exemple la distance entre la naine blanche et l'enveloppe de gaz dans M57, ou la quantité de lumière reçue d'un astre. On voit donc mieux pourquoi le but du scientifique est d'obtenir des images corrigées de l'ensemble des défauts de la chaîne d'observation afin d'obtenir une mesure précise. Par exemple, si l'image est affectée par les défauts de l'instrument, alors la mesure entre la naine blanche centrale et l'enveloppe de gaz qui l'entoure sera fausse. En observant la distribution de cette enveloppe de gaz dans plusieurs filtres, on peut caractériser sa distribution en fonction de sa nature. Par exemple, le filtre bleu nous montrera la distribution du gaz d'oxygène ionisé, alors que le filtre rouge nous montrera la distribution de l'hydrogène ionisé. On voit que le but de l'astrophysicien n'est pas d'obtenir de belles images, comme on peut en trouver sur Internet ou dans les magazines d'astronomie, ce qui ne l'empêche pas d'en apprécier le caractère esthétique. Son but, c'est d'avant tout d'obtenir des images scientifiquement exploitables qui lui permettront de mesurer précisément certaines propriétés, comme la taille, la composition ou la vitesse. C'est ainsi qu'il peut mieux comprendre les principes physiques qui régissent l'univers et les objets qui le constituent.